Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? Objection, harassing, argumentative. Are you kidding? Jay-Z, Pusha T ou encore Eminem. Voici quelques noms qui ont été cités dans les fichiers Epstein. Alors ces fichiers sont probablement l'un des plus gros scandales de notre époque, car ça confirme beaucoup de théories dites conspirationnistes. Alors lorsqu'on pense au réseau Epstein, on pense notamment aux hommes politiques américains, mais aussi internationaux, dont français, on va y revenir, mais aussi aux milliardaires et aux célébrités. Et donc s'agissant des célébrités, il y a quelques artistes hip-hop, donc ceux que j'ai cités au départ, qui ont été cités. Et dans cette vidéo, on va décortiquer les documents les plus importants autour de ces artistes-là et voir si ces fichiers-là ont une réelle importance. Est-ce que c'est des fichiers qui sont réellement pertinents? Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors disclaimer encore une fois, on est sur un sujet qui est très sensible, d'accord? Donc on va faire en sorte d'être rationnel. On va décortiquer les documents, on va émettre des hypothèses, d'accord? Mais on reste rationnel. L'idée c'est pas d'aller juste dans le sens de l'émotion et de commencer à crier au loup et désigner un tel comme coupable. On va pas faire ça ici. On va essayer de réfléchir un petit peu et voir si potentiellement les artistes qui ont été cités auraient pu justement faire partie du réseau Epstein, d'accord? Et ça va être aussi l'occasion de savoir qu'est-ce que c'est exactement ces fichiers Epstein. Il y en a quand même plus de 3 millions. Alors c'est pour ça que j'aime beaucoup YouTube, parce que ça nous permet de développer la réflexion. Donc on va creuser le sujet, on va faire en sorte de fournir le meilleur contenu possible sur le sujet. Aussi, avec le sujet Epstein, c'est l'occasion de vous dire que je vais élargir un peu plus mes sujets. Alors bien sûr, on va continuer à parler de hip-hop, j'ai des sujets vraiment très chauds que j'ai envie de traiter sur cette chaîne, mais j'ai envie de toucher à des sujets un peu plus lifestyle ou comme ici en lien avec un fait divers. On va essayer de se concentrer d'abord sur les US et on va voir si potentiellement on peut aller sur d'autres sujets. Donc voilà, je vous annonce ça ici. De toute façon, je vais vous proposer les sujets dans la partie communauté sur la chaîne et vous me direz si vous êtes chaud ou pas. Je tenais à vous le dire ici. Les gars, la vidéo est démonétisée, ce qui veut dire qu'elle va être moins recommandée et c'est grave relou. Donc il faut envoyer un maximum de signaux positifs à YouTube avec un maximum de likes et un maximum de commentaires, parce que franchement, vu le travail que ça m'a demandé, si en plus de ça la vidéo est pas recommandée, qu'elle est pas vue, etc., ça va être relou. Donc je compte sur vous réellement pour liker, commenter et partager un maximum cette vidéo. Merci à vous. Sans plus attendre, on y va. Tout commence en 2005. La police de Palm Beach reçoit une plainte. Une mère signale que sa fille de 14 ans a été payée pour donner des massages à un certain Jeffrey Epstein, riche financier américain, dans sa villa de Floride. There was an incident that occurred with one of my stepdaughters. I need information on this gentleman. All I know is he's got money out the yin-yang that he can do whatever with money, and he basically does this with a lot of teenage girls. L'enquête s'accélère et d'autres filles ont reçu la même proposition et d'autres sont aussi allées le masser. Le FBI s'implique et en 2007, les agents fédéraux sont prêts à l'inculper pour trafic sexuel de mineurs en bande organisée, ce qui devait être un dossier blindé. Et là, miracle! En 2008, grâce à un accord secret négocié avec le procureur Alexander Acosta, dans le dos des victimes, il plaide coupable pour une simple sollicitation de prostitution d'une mineure. I pled guilty to solicitation of prostitution. Alors, information importante pour plus tard, ce Alexander Acosta va devenir le secrétaire au travail de Trump. Il sera condamné à 18 mois de prison, il n'en fera que 13, et la peine il effectue, on va dire, dans des conditions de luxe. Il a le droit d'aller au bureau 6 jours sur 7 et 12 heures par jour. Donc, quand tu regardes bien, il n'est pas vraiment en prison. Et pour ce qui est des complices, parce qu'il a des complices, ils bénéficient tous de l'immunité. Dans tout ça, les victimes ne sont même pas informées de l'accord, ce qui est normalement une obligation légale. Et donc, après ça, l'affaire s'endort, Epstein reprend sa vie d'avant, ses jets privés, ses fêtes, son île, ses réseaux. Et en 2018, tout revient. Le Miami Herald publie une enquête dévastatrice sur l'accord secret de 2008. Le titre c'est « Comment un futur membre du cabinet de Trump a conclu le deal d'une vie avec un agresseur sexuel en série ». Et si tu as bien suivi, il s'agit d'Alexander Acosta, celui qui a permis à Epstein d'avoir une peine avec des conditions de luxe, comme je l'ai dit. Donc le scandale éclate à nouveau, Acosta est contraint à la démission en 2019,
Et cette fois, le FBI en a assez. Le 6 juillet 2019, alors qu'il rentre de Paris à bord de son jet privé, Jeffrey Epstein est arrêté à l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey, par des agents du FBI. Il est inculpé pour trafic sexuel sur mineurs, en bande organisée. Il risque jusqu'à 45 ans de prison. Et à partir de là, l'affaire explose dans les médias mainstream parce que Jeffrey Epstein, c'est pas un prédateur ordinaire. C'est un homme extrêmement puissant qui a un réseau hors du commun. Pendant 30 ans, il a fréquenté les cercles les plus puissants du monde entier. Et ces documents, ces carnets d'adresses, ces logs de vol vont commencer à parler. Et parmi ces personnes puissantes qu'il a fréquentées, il y a notamment Bill Clinton. L'ex-président a pris le jet privé d'Epstein, le Lolita Express, au moins 17 fois. Dans la résidence new-yorkaise d'Epstein, trônait d'ailleurs une peinture à l'huile de Clinton en robe bleue et talons hauts. Et d'ailleurs, la peinture te pointe du doigt comme ça. L'air de dire « Hey, ça y est, je t'ai vu ». Donc clairement, selon moi, rien n'est fait au hasard. Il y a aussi Donald Trump, en 2002. Il déclarait publiquement « Je connais Jeff depuis 15 ans, c'est un gars génial, il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup sont assez jeunes. » Et il dira plus tard ne plus l'avoir fréquenté depuis longtemps. Donc là, déjà, vous avez un ex-président démocrate, et vous avez un président républicain. Donc là, clairement, c'est même pas une question de parti, en tout cas c'est selon moi, il touche absolument tout le monde. Là, on parle des cercles les plus élevés de la planète. Et quand tu montes très haut, les partis politiques, tout ça, c'est de plus en plus flou. C'est des gens qui se fréquentent, d'accord ? Moi, c'est des petites choses comme ça qui me font penser que des fois, nous, le peuple, on est là, on est partisans de la gauche, la droite, mais à un très haut niveau, ces gens-là sont amis. Et ils font aussi la fête ensemble. Donc là, on a parlé de politique. Il y a aussi la royauté. L'ex-prince Andrew, ami d'Epstein depuis les années 90. Une photo le montre tenant la taille de Virginia Giuffre, je sais pas si je le dis bien, qui avait alors 17 ans. Cette Virginia affirme avoir été forcée d'avoir des relations sexuelles avec lui. I have absolutely no memory of that photograph ever being taken. Do you recognize yourself in the photo? Yeah, it's pretty difficult not to recognize yourself. Il a renoncé à ses fonctions royales en 2022 dans l'opprobre général. Depuis, on n'entend plus parler de lui. En tout cas à ma connaissance. Et enfin, il y a aussi les hommes d'affaires puissants, notamment Bill Gates. Il fréquente Epstein même après sa condamnation de 2008. Il dira « J'ai été idiot de passer du temps avec lui ». Donc le réseau de Epstein était vraiment international. Mais moi, quand il s'agit de réseau, il y en a un seul qui m'intéresse réellement, c'est celui de la Wi-Fi. Et avec la Wi-Fi, je peux regarder tous les programmes du monde entier grâce à NordVPN. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Alors, NordVPN, c'est bien plus qu'un VPN. Tu peux, grâce à ses fonctionnalités, masquer ton adresse IP et chiffrer toutes tes données pour garder ta navigation 100% privé. C'est hyper important si tu prends une Wi-Fi publique, par exemple, d'utiliser un VPN pour te protéger dans ces moments-là. Mais ce qui peut être encore mieux, c'est de changer d'emplacement virtuel. T'es en France et d'un coup, boum, ton IP change, tu te retrouves en Allemagne. Boum, ton IP change, tu te retrouves au Japon. Et ainsi de suite. Tu peux choisir d'être n'importe où dans le monde. Et d'ailleurs, si tu veux regarder France TV à l'étranger, si par exemple t'es un expatrié, tu vis aux États-Unis, eh bien c'est possible avec NordVPN. Et donc pour les amateurs de Netflix et compagnie, eh bien tu as accès au catalogue US, de Disney+, de Netflix, et carrément tu peux enlever des pubs de certains trucs quand tu te connectes à l'étranger. Ça se fait en un clic, fais tes recherches. NordVPN protège aussi jusqu'à 10 appareils en même temps, ton ordi, ton tel, ta tablette et même ta télé. Et leur option protection anti-menace bloque les publicités intrusives, les sites dangereux et les fichiers malveillants, et même quand le VPN n'est pas activé. Comme d'habitude, j'ai une offre à ne surtout pas manquer. Obtiens 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans, soit l'équivalent de 3 € par mois. C'est satisfait ou remboursé, tu as 30 jours pour ça. Tu as le QR code qui est juste là, tu scannes, tu testes. Si tu cherches un VPN, ça va te plaire, tu peux rester là-dessus. Tu as aussi le lien dans la description et sur le premier commentaire. Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut retourner à la vidéo. À partir de l'arrestation de 2019, des dizaines de victimes sont prêtes à témoigner. There is absolutely no way in my mind that he could have thought that I was 18. When somebody looks at you, when you're not ready for them to look at you in that kind of way, it ruins your whole perception of how you look at people. À partir de là, on sait que des noms puissants vont tomber. Plusieurs autres hommes politiques, des milliardaires, des célébrités, il y a plusieurs autres noms. Là, je vous en ai donné quelques-uns, mais il y en a tellement plus. Et je pense que vous en connaissez déjà. Mais le 10 août 2019, 35 jours seulement après son arrestation, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de Manhattan. Conclusion officielle, suicide. Sauf que les caméras de surveillance de son aile ne fonctionnent pas cette nuit-là. Les gardiens s'étaient endormis sans faire leur ronde
La cellule est restée ouverte 7 heures avant l'arrivée du FBI. Des preuves matérielles ont été détruites moins d'1 heure avant la découverte du corps. Et en 2025, une enquête du magazine Wired révèle que la vidéo fournie par le FBI avait été modifiée avec près de 3 minutes supprimées. Et c'est ça qui est intéressant avec cette affaire, c'est que quand tu en parles et que tu donnes tous les détails, tu peux passer pour un conspirationniste. Pourtant, ces enquêtes ont été menées par des magazines, tout ce qui est de plus crédible en fait. Wired, c'est connu, le Miami Herald, pareil. Donc, on n'est vraiment pas sur le petit média complotiste qui nourrit une certaine narrative. Non, on est vraiment sur des journalistes sérieux qui ont fait leur recherche et qui ont découvert ce que je t'expose ici. Donc, officiellement, c'est un suicide, mais dans notre esprit, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et aussi, il y a Ghislaine Maxwell, sa complice et son ancienne compagne qui a servi d'introductrice entre Epstein et l'élite mondiale. Elle est arrêtée en 2020 et est condamnée en 2021 à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineurs. Depuis, l'affaire couve. Les victimes réclament de la transparence de la part de la justice américaine. Des noms de politiciens, d'hommes d'affaires circulent, mais ça reste encore que des rumeurs. Tout le monde veut savoir ce qui se cache dans les dossiers du FBI et du département de la justice américain. En janvier 2024, une première liste de 170 associés d'Epstein est publiée par ordre du tribunal new-yorkais. Des noms comme le prince Andrew ou Ghislaine Maxwell apparaissent, mais l'essentiel reste caché. Et c'est dans ce contexte que Donald Trump, qui alors était en campagne présidentielle, annonce qu'il révélera tout s'il est élu. Would you declassify the Epstein files? Yeah. La promesse fait le tour du monde, son électorat MAGA y croit bien sûr, tout le monde attend le grand déballage. Mais en novembre 2025, alors qu'il est déjà président, Trump signe la loi qui impose à son propre ministère de la Justice de publier les documents dans les 30 jours. Et peu de temps après avoir signé cette loi, il dit à son ministère de la Justice que tous les fichiers Epstein doivent être révélés d'ici le 19 décembre 2025. Alors tu sais ce qui s'est passé dans la période des fêtes, il y a eu l'événement avec le président vénézuélien, donc je pense que ça a un petit peu repoussé les choses. Et c'est donc finalement le 30 janvier 2026 que le département de la justice américain publie plus de 3 millions de pages, 2000 vidéos et 180 000 images. L'effet est immédiat, une bombe médiatique planétaire. Des personnalités du monde entier sont rattrapées par le scandale, des dirigeants, des figures royales, des milliardaires, des politiciens de premier plan. Le prince Andrew, enfin devrais-je dire encore une fois, l'ex-prince Andrew a été photographié dans des situations compromettantes. Une photo de l'ancien ministre travailliste britannique Peter Mandelson retrouvé en sous-vêtements dans la résidence d'Epstein, et bien sûr des emails de Bill Gates, Elon Musk, et j'en passe, énormément de gens. Et pour ce qui est de la France, bon aujourd'hui je pense que tu es au courant, ça a fait l'effet d'un séisme. Jacques Lang, l'ancien ministre de la Culture, figure emblématique de la gauche française et actuellement le président de l'Institut du monde arabe, se retrouve totalement dans ses fichiers. Il a été nommé plus de 600 fois. Et quand tu regardes la nature des échanges, tu te rends compte que la relation avec Epstein est plutôt étroite. Ils se fréquentent depuis des années, et d'ailleurs il lui a même demandé l'usage de sa voiture ou de son jet privé pour sa famille, et quand on lui demande comment il a rencontré Jeffrey Epstein, voici ce qu'il dit. D'abord, je ne l'ai pas connu comme prédateur sexuel. Je l'ai connu quand il était assez proche de Woody Allen. C'est par Woody Allen que je l'ai connu. En 2010, sauf qu'en 2008, déjà, il avait été condamné pour pédocriminalité, pour avoir recouru au service de dizaines de prostituées mineures. Vous le connaissez en 2010, en 2008, il a été condamné et vous ne le saviez pas. Je ne savais pas, écoutez, j'ai pas l'œil tourné vers les jurisprudences américaines. Alors il dit qu'ils ne sont pas amis, mais lorsque tu regardes les emails, on voit quand même qu'il y a pas mal d'échanges entre les deux. Et d'ailleurs, c'est pas tout. Sa fille, Caroline Lang, apparaît elle comme l'héritière désignée par Epstein 2 jours avant sa mort. Donc là, à partir de là, difficile de dire que c'est juste une connaissance ou une personne avec laquelle il a travaillé. Non, là pour le coup, il y a de véritables liens. C'est pas n'importe qui va mettre ta fille dans son testament. Et donc le 7 février 2026, sous la pression politique, il démissionne de l'Institut du monde arabe et une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée est ouverte contre lui. Et donc dans ce déluge de documents, des rappeurs ont été cités. Et donc maintenant que tu as le contexte et comment les choses se sont construites, alors bien sûr ça a été un résumé, ici on va rentrer plus en détail concernant tous les rappeurs qui ont été nommés dans ces fichiers Epstein. On va tenter de comprendre exactement ce qui a été dit et on va analyser tout ça ensemble.
Alors, les documents Epstein, c'est quoi exactement? On en a beaucoup entendu parler, mais en réalité, je trouve que ça n'a pas été très souvent bien expliqué. Alors, lorsque tu entends les documents Epstein, les fichiers Epstein, tu te dis, mais c'est probablement une liste, en fait, avec vraiment les enquêtes du FBI, avec des photos précises, avec des preuves, avec tout ça. Mais en réalité, lorsque tu mets ton nez là-dedans, tu comprends que c'est beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, c'est des documents, des fichiers hétéroclites du FBI et du département de la justice américains qui ont été collectés au fil de 2 décennies d'enquête sur Epstein. Alors ça va être des emails de toutes sortes, ça va être des captures écran de présentations commerciales, des choses assez random. Moi par exemple, en tapant le nom de certains artistes, je suis tombé sur un email sur les Grammy Awards. Tu vois, les artistes nominés sont Kendrick Lamar, Taylor Swift, ce genre de choses-là. Donc vraiment des emails totalement random. Tu vas voir aussi des choses pertinentes comme des articles autour d'Epstein, des échanges d'emails d'Epstein avec son entourage. Alors c'est pas forcément des emails pertinents, ça va être des emails très random parfois, mais tu vas avoir ça. Tu vas avoir aussi des signalements faits au FBI via leur formulaire de Crisis Intake. C'est une hotline du FBI, donc c'est des gens de la société qui vont contacter le FBI en rapportant des informations un peu random. Ça peut être des informations pertinentes, comme ça peut être du grand n'importe quoi. Tu vas avoir aussi des choses hyper pertinentes, comme des témoignages de victimes, des photos, des vidéos, voilà, tu as vraiment absolument tout dans ces fichiers. Par contre, il y a un élément crucial, c'est que toutes les adresses email sont censurées. Ce qui veut dire qu'une personne est passée sur absolument tous les fichiers et a pris le temps de censurer chacune des adresses email qui apparaissent sur ces fichiers. Et c'est pas tout. Je parle d'adresses email cachées, mais en réalité, il s'agit aussi parfois d'emails entiers, comme celui-ci qui a été complètement noirci. Donc, beaucoup d'informations caviardées. Et ça, déjà, ça nous donne un élément très important, c'est que ces fichiers ont été passés en revue avant d'être diffusés. Parce que je ne pense pas que le FBI et le département de la justice américain avaient ces fichiers dans cet état-là. Évidemment, puisque ça vient d'email ou quoi. Donc, ils ont pris le temps de censurer les adresses email. Et aussi, autre chose, je pense qu'ils ont aussi pris, en fait, l'ensemble de la boîte email de Jeffrey Epstein depuis le début des années 2000. En fait, ils ont juste tout pris, comme ça, en bloc. Parce qu'il y a des emails qui n'ont pas encore été envoyés, qui sont restés en brouillon, qui ont été mis parmi les fichiers Epstein. Donc, t'as absolument tout. Et donc, le DOJ, donc le département de la justice américain, a d'ailleurs précisé que ces documents peuvent inclure des images, des documents ou des vidéos faux ou faussement soumis, car tout ce qui a été envoyé au FBI par le public a été inclus dans la production. Donc vraiment, il y a tout. Et moi, par exemple, il y a une chose que j'ai faite pour tester un petit peu, c'est que j'ai tapé le nom de certains artistes pour voir comment ça ressort et quel type de contenu tu vas avoir à travers les fichiers en question. Le premier nom que j'ai tapé, c'est celui de Snoop Dogg. J'ai tapé le nom de Snoop Dogg et je suis tombé sur pas mal de fichiers qui sont remontés. Je me suis dit, waouh, il y a pas mal de fichiers sur Snoop Dogg, personne n'en parle ou quoi. Et donc j'ai cliqué sur un fichier au hasard et je suis tombé sur un email d'Ariane de Rothschild. Donc oui, la famille Rothschild. D'ailleurs, ils apparaissent tellement de fois dans les fichiers Epstein. J'en ai pas parlé ici, mais peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo. On verra, mais en tout cas, voilà. Ils ont été nommés énormément de fois. Et donc, c'est un email dans lequel elle parle directement donc à Jeffrey Epstein en lui disant qu'elle est au concert de Snoop Dogg. Voilà, c'est tout. Donc c'est un email totalement banal, et d'ailleurs Snoop Dogg lui-même ne savait probablement pas que Ariane de Rothschild était à son concert, tu vois, de toute façon Snoop Dogg, il y a absolument tout le monde qui vient à ses concerts, donc voilà. C'est des emails comme ça qui peuvent être totalement banals. Ça nous donne un indice sur le lien que Jeffrey peut avoir avec les gens, notamment quand on parlait de Jack Lang ou quoi, donc ça nous donne un indice sur ça, mais parfois ça peut nous donner assez peu d'informations. Comme là par exemple, le maximum qu'on ait, c'est ça, c'est la relation entre Ariane de Rothschild et Jeffrey Epstein. On sait que les deux étaient proches, au point de se parler de choses complètement banales. Ensuite, il y a un autre nom qui m'est venu en tête, un nom qui a beaucoup fait parler dans la sphère hip-hop et même globalement dans la pop culture ces 2 dernières années. Il a défrayé la chronique avec son affaire. Il a été parfois comparé à Jeffrey Epstein. Vous savez probablement de qui je veux parler. Il s'agit de Diddy. Je me suis dit, ok, je vais potentiellement trouver des choses intéressantes sur lui. Parce qu'après tout, il est milliardaire, il connaît cette sphère, donc peut-être que ces gens-là, ben voilà, ils communiquent ensemble et peut-être qu'ils ont fait des choses ensemble. Peut-être qu'il y a au moins une correspondance, tu vois. Et en fait, j'ai tapé le nom de Diddy, il y a eu des résultats effectivement, et j'ai commencé à chercher quelques mails, et à ma grande surprise,
ou pas d'ailleurs, je suis tombé sur pas grand-chose. Alors, bien sûr, Didi est revenu plusieurs fois, mais c'est dans le cadre d'emails, on va dire, promotionnels, ou alors la hotline qui va nommer Didi, Tate et Epstein en disant « Ouais, il y a une conspiration qui se fait, etc. » En fait, il n'y a pas de lien concret entre Sean Combs et Epstein. Si j'ai fait cette recherche-là, c'est que pendant l'affaire Didi, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, et par moi d'ailleurs aussi, hein, parce que je reportais ce qui avait été dit ici et là, où il y a eu cette comparaison entre Epstein et Didi. Et je me suis dit que potentiellement il pouvait y avoir des liens, mais je ne suis tombé sur rien de probant. Et c'est aussi l'occasion pour moi de bien faire la différence entre les deux. D'un côté, on a Didi, qui est un consommateur d'escort boy, d'accord, et un batteur de femmes. D'ailleurs, ils ont tous pris la parole dans les médias américains, donc ils ont raconté les freak-offs, ils ont même parfois montré des vidéos à des journalistes de ces freak-offs-là. Donc là, aujourd'hui, toute cette affaire a quasiment plus de secret pour nous. Il a été condamné pour transport de prostituées, et pas pour trafic sexuel de mineurs. Et d'ailleurs, le trafic sexuel pour lequel il a été inculpé, d'accord, sur Cassie notamment, elle était majeure. Donc ça, c'est Didi. Mais par contre, de l'autre côté, Epstein, c'est un peu différent. C'est un consommateur de jeunes filles, même de très jeunes filles. Il y a certaines victimes qui disent avoir eu un contact avec lui alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans, d'accord. Mais aussi, il a été accusé, mais pas condamné, mais accusé de fournir des jeunes femmes, donc assez haute sphère, donc au Bill Gates, Prince Andrew, etc. Donc lui-même, il consomme et il fournit. Et donc lorsqu'il va fournir donc ces jeunes filles, il va s'arranger pour avoir des photos, des vidéos, pour ensuite les faire chanter. Alors par souci de rigueur, je tiens quand même à préciser, il a été accusé de tout ça en 2019 et devait être jugé, mais il a été retrouvé mort dans sa cellule. Et c'est là d'ailleurs où tout est très chelou autour de cette histoire. Tout ce que l'on a actuellement, ce sont des photos, des vidéos et des emails. Tout ce que vous avez vu dans les dossiers Epstein. La justice n'a jamais pu être rendue. Donc tout ça, c'est ce que vous devez savoir. Et il a été condamné en 2008, comme j'ai dit un peu plus tôt, pour sollicitation de prostitution. Même pas de mineur à l'époque, hein. Comme je te l'ai dit, il s'était arrangé avec Alexander Acosta pour avoir une peine allégée. Donc là, c'est très important de le dire ici, on n'est pas sur les mêmes games. Mais c'était important pour moi de faire cette recherche, pour en avoir le cœur net et pour potentiellement partager ce que j'ai découvert dans mes recherches. Alors, j'ai pas regardé tous les fichiers autour de Didi. Si quelqu'un a fait cet effort et tombé sur des choses intéressantes, qu'il n'hésite pas à le partager en commentaire, hein. Comme vous en doutez, j'ai pas pu tout voir. Donc les deux sont des prédateurs, d'accord? Les deux méritent d'aller en prison, mais les deux ne jouent pas du tout dans la même cour. Bon, là, on arrive aux choses sérieuses. Pusha T. Alors, il y a un document déclassifié du FBI nommé Crisis Intake. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un formulaire de signalement où le FBI documente les soumissions du public sans vérification. En gros, n'importe qui peut contacter la hotline du FBI pour soumettre n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est pas du n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que tu dis quelque chose, le FBI va prendre note et le classer. Ces appels sont archivés même s'ils ne sont jamais vérifiés. Et dans ce document, voici ce qui a été dit. Donc c'est une femme qui dit avoir été droguée et violée par Epstein, Weinstein, Pusha T et même Jay-Z, si j'ai bien compris. Donc, vers 2007, elle a assisté à une soirée à la suite d'une invitation d'un homme inconnu qui l'a abordé alors qu'elle marchait dans la rue. Weinstein et Pusha T étaient également présents à la soirée et l'auraient drogué avant de se livrer à des abus sexuels. Certains vont croire que je vais dire que Pusha T n'a rien fait et que ça n'a pas de sens. Non, c'est possible. C'est possible que Pusha T et Weinstein aient violé cette jeune fille. Alors effectivement, Pusha T en 2007, c'est un rappeur qui est relativement, je dirais pas underground, mais c'est pas l'artiste le plus populaire qui soit, d'accord? À ce moment-là, il sort son deuxième album nommé Hell Have No Fury, à ce moment-là avec son frère avec qui il forme le groupe Clips. C'est pas l'artiste le plus populaire qui soit, c'est un très bon ami à Pharrell Williams, donc en quelque sorte il peut se retrouver dans des soirées des hautes sphères. Pharrell Williams est lui-même très proche de Jay-Z, qui lui-même a bossé avec Weinstein. Donc par un concours de circonstances, ils peuvent se retrouver dans la même soirée et abuser d'une personne. En fait, ce que je disais dans une très vieille vidéo à moi de Pusha T où je parle du clash entre lui et Drake, je dis qu'en fait que le rap de Pusha T et même la DA du rappeur, c'est un peu ce dealer qui va traîner dans des soirées chic de la capitale. Et quand je dis de la capitale, c'est Paris ou New York ou Los Angeles, tu vois. C'est un peu ce profil-là. Donc en réalité, il peut se retrouver dans un endroit avec Weinstein et abuser d'une personne. Moi, le seul truc, c'est que moi, la chose que je vais interroger, c'est la substance, d'accord? Parce que comme je l'ai dit, en fait, c'est des appels qui peuvent être faits par absolument tout le monde. Et si moi, demain, je peux appeler le FBI pour raconter que Jay-Z a fait un braquage au Louvre, je ne sais quoi, et que ça va être noté et classé de leur côté,
et que demain cette information-là peut être ensuite diffusée, je vais avoir beaucoup de mal à m'appuyer uniquement sur cette information-là pour définir que cette personne-là est potentiellement coupable. Il va falloir beaucoup plus d'informations. C'est pour ça que c'est important de vraiment faire des recherches sur le document en lui-même, d'accord? Si par exemple c'était une accusation qui avait été portée à la justice, ouais, là ça aurait été potentiellement intéressant. S'il y avait eu un échange entre le parti de Pusha T et cette potentielle victime, là on aurait pu commencer à creuser et essayer de faire quelques recherches. Mais là le problème c'est que c'est une hotline, c'est une fille, ou d'ailleurs pas forcément une fille, mais une personne du moins qui a communiqué ces informations-là, et forcément on est obligé de se poser toutes ces questions en se demandant si c'est réellement possible que Pusha T ait pu faire ça. Et moi en fait, en rassemblant un peu toutes ces informations-là, je me dis que j'ai du mal à envisager la chose, parce que ça manque d'informations, ça manque de substance. Alors, on ne demande pas de photos, on ne demande pas d'audio, mais peut-être des témoignages d'autres personnes qui étaient là, qui ont potentiellement vu ce qui s'est passé, peut-être aussi des photos de la soirée, ça peut être bien aussi, même si j'ai dit que je voulais pas forcément de photos, mais en réalité, non, des photos de soirée comme ça peut être intéressant. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça manque de substance. Donc, difficile d'incriminer Pusha T et de dire que potentiellement, il a violé cette fille. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que, vu que ça a été énormément médiatisé, peut-être qu'il y a eu d'autres victimes, ou peut-être que cette victime va se dire, ok, peut-être que c'est le moment pour moi de réellement parler et de faire en sorte d'obtenir justice, et là on verra ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, on a tellement peu d'éléments, et les hotlines, il y a vraiment absolument tout et n'importe quoi, donc très compliqué de s'appuyer sur ça pour incriminer Pusha T. On verra ce que les choses vont donner dans les semaines à venir, mais pour l'instant, on peut pas s'appuyer sur ça. Sachant aussi, encore une fois, que c'est l'unique fichier qu'on a trouvé. Il n'y a pas eu d'autres emails de la sorte, donc voilà, ça va être compliqué de se dire, ok, Pusha T l'a potentiellement fait. Moi, je serais d'avis de dire que c'est une hotline et que potentiellement une personne a contacté la hotline pour dire ce qu'elle a dit. Ensuite, autre petit détail, il venait de perdre le clash contre Drake. Pause. Gagner le clash contre Drake. Désolé, petit lapsus de mon côté, Vio Chris. Est-ce que ce serait pas à ce moment-là des fans de Drake qui auraient contacté la hotline, tu vois, pour potentiellement dire ça? Je sais pas. Et ça me paraît même bizarre, 2007, enfin bref, ça me paraît bizarre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, là, on va attaquer un gros morceau, ok? Enfin, un gros morceau, ça dépend pour qui. Alors, à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça qui éclate, le nom de Jay-Z y est mêlé, d'accord? Donc, on va en parler ici. Alors, Jay-Z a été nommé dans ce même document de Crisis Intake, ok? Et voici ce qui a été dit. L'accusation, vraiment, elle est encore plus floue. Donc, selon le rapport, en 96, une victime anonyme affirme s'être réveillée dans une pièce avec Harvey Weinstein et Jay-Z. La victime indique avoir été droguée, ce qui brouille ses souvenirs. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu Jay-Z, sa carrière démarre en 96. Il sort son premier album, Reasonable Doubt. Cet album n'est même pas un gros succès à sa sortie. L'album va sortir en plus une semaine avec de gros albums, Outkast et compagnie. Il est même pas numéro 1 et c'est progressivement que cet album va commencer à avoir un peu de succès. Et d'ailleurs, même avant de sortir cet album, Jay-Z est un artiste qui a eu beaucoup de mal à signer en maison de disque. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je crois, il y a à peu près 6 ans de ça, sur la carrière de Jay-Z. Je t'invite à aller la voir. Tu vas comprendre un petit peu son parcours. Ça n'a pas été très simple pour lui, que ce soit pour signer, mais aussi pour réussir dans l'industrie de la musique. Donc les choses se sont faites vraiment progressivement. Donc au moment où c'est un artiste qui commence à faire son petit bout de chemin, d'ailleurs sur le tard, j'ai du mal à croire que cet artiste-là se retrouve déjà dans des pièces avec quelqu'un comme Harvey Weinstein. D'accord? Harvey Weinstein, alors, j'ai pas expliqué qui c'est ici, j'en ai parlé un petit peu quand j'ai parlé de Pusha T. Harvey Weinstein, c'est donc cet ancien grand producteur dans l'industrie du film, qui a été condamné pour agression sexuelle il y a plusieurs années de ça. D'ailleurs, le rap dans les années 90 n'était pas le bienvenu dans toutes les pièces. Il y avait quelques rappeurs qui réussissaient à faire la Fashion Week et à faire plein d'événements et à être reconnus comme étant des superstars, je pense notamment à Tupac, mais c'était pas le cas de tous les rappeurs. Et un rappeur comme Jay-Z, c'était pas un rappeur qui avait cette popularité-là et qui avait accès à ce genre d'endroit-là. Et le problème avec nous, c'est qu'on a tendance à voir ce qui se passe aujourd'hui et l'impact d'un artiste aujourd'hui, c'est souvent le cas aussi avec Beyoncé, et penser qu'en 96 c'était déjà le cas. Non, en 96, Jay-Z et Beyoncé étaient personne dans l'industrie, tu vois. Enfin, je dis personne, j'abuse. C'était juste un rappeur parmi tant d'autres. D'ailleurs, dont on ne sait pas s'il va faire une longue carrière ou pas. Et Beyoncé, si on peut parler de Beyoncé ici, c'est la même chose. Donc en fait, j'ai du mal à
croire et à comprendre comment Jay-Z a pu se retrouver avec Weinstein en 96 alors qu'il vient de sortir un morceau qui s'appelle Kinda Live et qu'il explique qu'il aimerait bien devenir une superstar. Tu vois ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre comment il a pu se retrouver dans cette pièce. C'est possible, attention, ça veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est juste que quand on connaît un peu la carrière de Jay-Z, c'est très compliqué à se dire que c'est possible, d'accord? D'ailleurs, un Pusha T en 2007 avec Weinstein, c'est beaucoup plus crédible qu'un Jay-Z en 96 avec Weinstein. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, c'est là où moi, je bug un petit peu. Maintenant que j'ai dit ça, Jay-Z a un vrai lien avec Weinstein. Ils ont travaillé ensemble à plusieurs reprises. Par exemple, le film Paid in Full, qui est sorti au début des années 2000, c'est un film qui a été coproduit par Weinstein via sa société Miramax. D'ailleurs, le film est excellent, je vous invite à aller le voir. Et aussi, ils ont travaillé ensemble dans les années 2010 autour d'un documentaire. Ils ont été photographiés ensemble. Donc, Jay-Z et Harvey Weinstein ont réellement collaboré ensemble sur plusieurs années. Donc, effectivement, c'est normal qu'à un moment donné, les gens se posent des questions, qui est potentiellement, voilà, des recherches qui sont faites. Après, Harvey Weinstein travaillait absolument avec tout le monde dans l'industrie du cinéma. Tu vois, c'était un homme très puissant. C'était pas quelqu'un qui choisissait vraiment au compte-gouttes les gens avec lesquels il travaillait. Non, il travaillait avec beaucoup de gens. C'était quelqu'un de puissant. C'était ce qu'on appelle un gatekeeper. Donc, avec toutes les interrogations, c'est normal que les gens se posent les questions. Mais encore une fois, on est sur un crisis intake. Donc, un document qui a été soumis par quelqu'un d'anonyme qui a partagé une expérience et qui explique qu'elle a ingéré des drogues, que c'était flou pour elle et qu'elle se serait faite potentiellement violer par Jay-Z et Harvey Weinstein. C'est vraiment peu d'éléments pour commencer à incriminer Jay-Z. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça qui éclate, on va aller chercher Jay-Z parce que c'est facile. Et c'est ça en fait le problème. Et à mon avis, ça décrédibilise beaucoup ce combat-là parce que en fait, il y a eu vraiment des victimes. Et moi d'ailleurs, je vous ai dit une chose très importante dans ma première vidéo sur Diddy, c'est que je pense que toutes ces célébrités sont bizarres. Moi, je pense qu'elles sont toutes bizarres. Elles ont toutes des cadavres. Vraiment. Personne ne retient ça. Mais je l'ai dit à un moment donné, d'ailleurs, dans la première vidéo, quand je l'ai dit, les gens l'ont mal pris parce que les gens avaient tendance à croire que j'incriminais Cassie et uniquement Cassie. Je sais pas pourquoi. Mais en réalité, je parlais de toute l'industrie. Moi, je pense qu'ils sont tous quelque chose de chelou. Pour moi, avant 2016, avant vraiment l'explosion de MeToo et des réseaux sociaux, etc., avant que les célébrités se rendent compte à quel point elles pouvaient être vulnérables, à mon avis, elles ont toutes fait des choses bizarres. Mais c'est juste qu'on cherche dans le mauvais sens. À chaque fois, on va chercher des affaires qui n'ont absolument aucun sens en ce qui concerne Jay-Z. Alors, moi, l'année dernière, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui a partagé ça sur Twitter, peut-être que pour lui, c'était une manière de dire qu'au final, j'avais tort. Or, j'ai eu totalement raison sur cette affaire. C'était l'une des affaires les plus claquées qu'il y ait eu l'année dernière. C'est sur Jay-Z et Aaliyah. Cette histoire, ça n'a aucun putain de sens. Jay-Z qui veut tuer Aaliyah pour Beyoncé alors qu'il vient à peine de sortir avec... Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi. Je vous invite à retourner voir la vidéo. Et si vous êtes rationnel, vous vous rendez compte que c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, je me dis, mais à chaque fois, les gens vont chercher des affaires comme ça qui n'ont aucun sens. Parce qu'en fait, ils ont absolument envie de condamner Jay-Z et le mettre en prison. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi les gens... En fait, les gens ne sont même pas... Moi, c'est ma théorie, je vous partage là ce que je pense, d'accord? Je pense que les gens, en fait, s'en fichent des victimes. Ils veulent juste voir du sang. Ils veulent voir un producteur de rap noir tomber. C'est vraiment le truc, hein. On veut absolument être là-dedans. Et c'est le public rap hein, qui est là-dedans, c'est pas les gens extérieurs. Hein. Je vais le dire clairement, c'est les Renois qui regardent ça et qui sont dans le monde du rap. Je vois les tweets, hein, les médias français, etc. qui retweetent le truc des fois. Je me dis, mais en fait, il y a ce truc de « Ah, ça y est, il va bientôt tomber, il va bientôt tomber ». Dans les phrases qui sont partagées, il n'y a même pas cette envie de rendre justice aux victimes. Il y a plus cette envie de faire tomber quelqu'un. Et je suis fasciné par ça parce que je me dis, waouh, vraiment, c'est mentalement, il faut être dans une condition très particulière pour avoir absolument envie de voir quelqu'un tomber, sachant qu'il n'y a absolument rien. Et en fait, entre l'accusation de l'année dernière et cette accusation-là, c'est tellement débile qu'au final, ça peut potentiellement décrédibiliser une vraie victime. Je sais pas s'il y a une victime qui va se déclarer, mais il peut y avoir une vraie victime. Mais avec toutes ces affaires-là, au bout d'un moment, les gens vont regarder la chose en se disant, mais à chaque fois, il y a des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Et je pense qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui va sortir. Que ce soit vrai ou faux, mais un truc qui va défrayer la chronique, parce que j'ai jamais vu ça. Des gens qui veulent absolument le voir tomber. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'échange d'emails entre Jay-Z et Epstein, comme quoi il serait allé sur l'île ou quoi. Non, c'est juste les gens qui veulent absolument le voir béton. Donc voilà. Alors, j'attends d'avoir plus d'éléments, mais là, pour l'instant, on n'a rien. Et je pense pas qu'il y ait un lien entre Jay-Z et Epstein. Là, clairement, va falloir être honnête. Ah si, on a un truc. C'est une vidéo de Kanye West qui parle de Pusha T et de Jay-Z. Je sais pas trop quoi en faire, mais je la partage et je sais que ça va faire plaisir à quelques-uns d'entre vous. La voici. If you take people like Jay-Z and fucking Pusha T,
they made their living killing our people, so how the fuck they gonna stand up for our people? You know what I'm saying? But we forget that because we love Jay-Z's music so much. We love Pusha's music so much, right? Et enfin Eminem. Alors, lorsque les noms des artistes ont été diffusés, on a entendu Jay-Z énormément, comme d'hab, Pusha T aussi. D'ailleurs, même nous, lorsqu'on a relayé sur nos comptes Instagram, on parlait surtout de Pusha T et de Jay-Z. D'ailleurs, n'hésite pas à aller suivre le compte de Iconic sur Instagram. On fait de l'actualité, des reels, etc. On est très actifs là-bas. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire, c'est Iconic. Et en fait, Eminem a été très peu de fois mentionné. Et c'est vraiment dans le cadre de mes recherches que je suis tombé sur un email incriminant Eminem. Alors là, c'est pas tiré d'une crisis intake, donc de la hotline du FBI. Là, par contre, c'est un email qui a été envoyé d'une personne anonyme, encore une fois, les emails ont été cachés, au procureur de Ghislaine Maxwell. Et voici ce qu'elle dit. Bonjour, je ne sais pas vraiment qui contacter. Quand j'ai cherché procureur Ghislaine Maxwell sur Google, votre nom est apparu. Je ne suis pas sûr qui que ce soit encore intéressé par ces informations. Je travaillais dans un country club à Mogador dans l'Ohio de 2002 à 2004. Il s'appelait West Mogador Country Club. Et donc elle raconte qu'elle a vu Epstein, Ghislaine Maxwell, et que Eminem n'était pas là. C'est très mal écrit, c'est juste une personne, voilà, assez lambda qui a fait un message un peu comme ça. Et elle explique qu'une autre fois, Eminem est venu et qu'on lui a demandé de flirter avec Eminem, ce qui est totalement possible jusque-là, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle explique qu'elle a été droguée et que son seul souvenir a été à un moment donné de se retrouver dans une autre partie du country club, que Marshall n'avait pas eu de relation sexuelle avec elle, mais qu'il y a eu potentiellement contact. Je sais pas trop, j'ai pas compris, mais en tout cas ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne pense pas qu'il se soit passé quelque chose, mais que quand même il y aurait eu des attouchements. Ok, c'est ce que j'ai compris. Alors, avant tout, c'est possible que ce soit arrivé. C'est important de le dire là. On a juste un email, c'est une personne qui a peut-être vécu ce qu'elle a vécu, une expérience traumatisante, et du coup, elle a, voilà, après plusieurs années, avec le procès de Ghislaine Maxwell, elle a décidé de faire un email, elle a trouvé le premier email qu'elle a trouvé, et elle a envoyé l'email. Donc tout ça, c'est possible. En plus, Eminem, entre 2002 et 2004, était extrêmement populaire, et comme je vous l'ai dit, j'ai ma théorie, avant 2016, toutes les célébrités, etc., les personnes puissantes, ont au moins une casserole dans ce style-là. Donc tout ça est possible. Ça a beau être flou, ça a beau ne pas avoir beaucoup d'éléments, c'est possible. C'est juste qu'il n'y a pas de preuves, mais c'est possible. Maintenant, moi, il y a une chose qui m'a interpellé, c'est que on a quelques éléments. On a Eminem qui est mêlé à Epstein, Maxwell et compagnie. Et ce qui est curieux, c'est que il y a eu très peu de relais autour de ça. Alors, j'ai pas de problème avec ça, moi, en tant que tel, mais ça m'a fait comprendre une chose, c'est qu'il y a des personnalités que les gens adorent détester. Et ces personnalités-là, c'est du Jay-Z et compagnie. C'est souvent le même public, le même type de personnes qui vont vouloir mettre derrière un Jay-Z des théories du complot comme celle-ci. Mais bizarrement, pour Eminem, il n'y en a pas. D'accord ? Simplement parce que ma théorie, c'est que le public d'Eminem n'en a rien à foutre. Le public d'Eminem n'en a rien à foutre, ils en ont rien à foutre de toutes ces histoires. Pour eux, c'est vague, ça n'a aucun intérêt. Et le public de Jay-Z, qui se préoccupe en général de toutes ces histoires, n'a rien à foutre de ce qui se passe autour d'Eminem. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été très peu relayé, c'est qu'en réalité, les gens n'en ont strictement rien à foutre, ses fans non plus, et d'ailleurs, cette histoire ne va pas aller très loin. Je sais pas si vous lisez entre les lignes, ce que je veux dire, mais c'est que vraiment, ça va dépendre des publics et ça va dépendre de la mentalité des communautés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des communautés qui en ont strictement rien à foutre, et d'autres qui sont obsédées par cette conspiration et par l'idée de descendre les célébrités. Donc clairement c'est ça. Si je récapitule, vous allez me détester pour ça, mais c'est la vérité. Pour Jay-Z en 96, je suis désolé, ça me paraît vraiment bizarre. Après, avec Weinstein dans les années qui ont suivi après, pourquoi pas, mais 96 vraiment pour le coup, ça me paraît dingue. Pusha T en 2007, encore une fois, c'est un document qui est peu exploitable, il n'y a pas grand chose à faire avec, mais en 2007 c'est possible, encore que ça me paraisse curieux et bizarre, d'accord, mais attention, on ne sait pas. Pour Eminem c'est pareil que pour Pusha T. 2002 à 2004 possible, mais on a très peu d'éléments. Je pense que potentiellement la justice américaine devrait creuser. Et d'ailleurs même pour Jay-Z en 96, elle devrait creuser et voir si vraiment il y a quelque chose qui tient la route. Et vraiment moi ce qui m'intrigue c'est comment les communautés vont réagir pour certains artistes et pas d'autres. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais absolument noter et mettre en lumière. Et qu'est-ce que je pense de l'ensemble des fichiers Epstein ? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été dévoilés et qui vont être hyper pertinents pour la suite. Mais si vous voulez mon avis, je pense qu'il y a potentiellement des documents qui n'ont pas été partagés, qui auraient pu réellement foutre la merde. Parce que s'ils ont pris le temps de passer en revue tous les documents et de cacher les adresses email et du texte, pourquoi ils cacheraient pas
d'autres informations qui potentiellement peuvent faire tomber des gens importants. Donc, il y a des choses intéressantes, suffisamment pour qu'on en parle encore 2-3 semaines, potentiellement 6 mois plus tard, ok? Mais je pense qu'il y a surtout beaucoup de choses qui ne servent à rien et que le plus important, à mon avis, n'a pas été partagé ici. Voilà ce que je pense. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le sujet, des choses beaucoup plus croustillantes. Je pense notamment à Michael Jackson avec Thomas Mottola, qui est mentionné dans les fichiers Epstein, d'accord? L'homme qui voulait la peau de Michael Jackson, je pense qu'il y a des choses à dire, à voir. Mais en tout cas, voilà, je vous ai partagé ce que je pense. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, est-ce que vous pensez que Jay-Z, Pusha T et Eminem ont un lien direct avec Epstein et que eux aussi auraient violé des mineurs? Voilà. Je pose la question comme ça, au moins on est direct. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire quel sujet vous aimeriez que je traite dans l'avenir, que ce soit rappeur, que ce soit affaires, que ce soit événement pop culture ou quoi. J'ai pas mal de choses que j'aimerais traiter, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas NordVPN pour chiffrer vos données et pour pouvoir surtout consommer tout le catalogue des plateformes de streaming. Ça se passe ici. Vous avez le QR code juste là, vous scannez et vous obtenez l'offre. Vous avez aussi le lien en description et en premier commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer votre cloche. Pour ceux dans le Discord, j'ai diffusé cette vidéo en avant-première. Pour ceux qui veulent avoir des contenus exclusifs, ça se passe là-bas. Le lien est aussi en description et sur le premier commentaire. On débat, même moi je vais sur le Discord et j'échange avec vous. Donc allez vous abonner là-bas. Les gars, la vidéo est démonétisée, ce qui veut dire qu'elle va être moins recommandée et c'est grave relou. Donc il faut envoyer un maximum de signaux positifs à YouTube avec un maximum de likes et un maximum de commentaires, parce que franchement, vu le travail que ça m'a demandé, si en plus de ça la vidéo est pas recommandée, qu'elle est pas vue, etc., ça va être relou. Donc je compte sur vous réellement pour liker, commenter et partager un maximum cette vidéo. Merci à vous et moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Chris Iconic pour vous servir. Cheers. Ah oui, pour ceux qui en veulent encore, j'ai toute une playlist sur l'affaire Diddy depuis 2023 jusqu'à 2026. J'ai absolument tout répertorié. Donc si tu veux te faire plaisir et que tu as un peu de temps, va mater ces vidéos là.